Dans 45 minutes, on va avoir une journaliste de la rédaction de BFM qui va descendre pour nous parler. En fait, on l'attend avant de débuter le cortège qui va nous faire remonter à France Télévisions qui est juste là. Là, vous voyez le bâtiment qui est au bout, là, à l'angle derrière les arbres, c'est là où on va atterrir. Et ensuite on continuera donc direction Europe 1 et ensuite on finira à Maison de la Radio. Donc là on reste encore une bonne demi-heure je dirais au moins. Donc vous avez encore le temps de nous rattraper pour ceux qui sont dans Paris. Plus de gilets jaunes donc nous ont rejoints. On a ça se passe très bien, il n'y a qu'un quart de flic comme vous le voyez. Donc ils nous laissent royalement tranquilles. Vous voyez, au lieu de vous faire gazer dans Paris Centre pour rien, allez là où il n'y a pas de flics et là où c'est réellement opérationnel. Comme par exemple ici. On a été interviewé par des journalistes japonais. Donc on a pu leur expliquer un petit peu ce qui se passe en France parce qu'ils se posent beaucoup de questions, notamment sur les médias, pourquoi on vient troller les médias. Qu'est-ce qu'on a eu aussi comme on a actuellement une représentante des femmes de policiers qui est avec nous, avec qui on a discuté. On fera peut-être tout à l'heure un petit témoignage. Alors, tu es un de nos amis bretons là qui arrive de Loudéac, c'est ça? Non, pas Loudéac, non. Non, on s'est rejoint à Loudéac. D'accord. Il y en a qui sont venus de Saint-Brieuc et moi de Lorient. D'accord. Ah oui, c'est même les deux opposés, côtés de la Bretagne. Yes. Alors toi, ton prénom c'est quoi? Frédéric. D'accord. Bon alors déjà, tu as fait un énorme effort en venant de Bretagne. Il faut que les choses changent. Je te félicite. T'es venu avec 3 camarades, c'est ça donc Ouais, et eux ils sont partis ce matin tôt à Montmartre. D'accord. Tu penses qu'ils vont nous rejoindre du coup de la journée? D'accord. S'ils peuvent, puisque tout est bloqué apparemment. Ouais, qu'ils sont nassés évidemment. Alors, tu peux nous dire un petit peu, déjà, qu'est-ce qu'évoque pour toi le mouvement des Gilets jaunes? Quand ça a démarré, tu as rejoint directement? Ah ouais, mais directement, ça faisait très longtemps que j'attendais ça. C'est la misère qui m'a... Toi, t'es sur quel rond-point du coup en Bretagne? À Lorient, avec les gars du TP, ouais. D'accord, et ça se passe plutôt bien là-bas Ouais, on est beaucoup surtout, donc ça se passe bien. Et les relations avec la gendarmerie et la police, comment ça se passe là-bas? Ils étaient débordés, ils étaient une quinzaine, on était quelque chose comme 2000 la dernière fois où j'ai été. L'autre samedi j'ai pas été, j'ai voulu profiter un peu de ma fille, donc je sais pas trop ce qui s'est passé. Là ils ont démonté les ronds-points, mais ça a été remonté direct? Ouais, ils ont pas cherché à comprendre. Ils ont investi le commissariat, voilà. Donc ils ont été à l'intérieur du commissariat demander la libération des camarades. Oh les chiens les Bretons. Voilà. Vous avez déposé un menhir devant le commissariat histoire de déconner? D'abord on a remis la cabane qui était là-haut. Ouais. On l'a remis devant le commissariat et dans la soirée on a investi le commissariat. Donc toi le ressenti que tu as sur le terrain c'est que les mecs sont déterminés, que les fêtes de toute façon ils vont tenir moi, le je suis déterminé à mort. De toute façon j'ai pas le choix, c'est la misère totale. Et toi qu'est-ce que tu penses d'Emmanuel Macron? Je dirais c'est un incompétent, arrogant et franchement il devrait démissionner. Quand tu vois que la plupart des gens ne veulent plus de lui, on doit surtout si on fait ce métier-là par conviction, on doit se dire bon je fais une erreur, je leur plais pas, je leur sers à rien, je m'en vais quoi. Alors, il y a une petite partie des Gilets jaunes, eux ils ont carrément la trouille de le mener à la destitution, parce qu'ils se disent on ne sait pas ce qu'il y aura après. C'est très gentil à vous. Je peux vous demander votre prénom? Oui, je suis Céline Pigalle, je suis la directrice de la rédaction de BFM TV. D'accord, merci beaucoup à vous d'être venu nous voir. Bonjour. Et du coup en fait on vient vous troller. Parce qu'on a le sentiment qu'à BFM, vous êtes un média privé, donc on ne peut rien exiger de vous, c'est pas la même chose que des médias publics. Mais néanmoins, on sent bien quand même qu'il y a une colère qui est beaucoup plus ciblée sur votre média que sur tous les autres, parce que symboliquement, vous représentez beaucoup de choses pour les Français. Et on se demande pourquoi en fait vous n'essayez pas d'atténuer cette colère. On vous a livré par exemple la semaine dernière 3 numéros de téléphone. Il y avait celui d'Étienne Chouard, il y avait le mien, il y avait celui de Philippe Pasco. Ouais. Vous auriez pu nous contacter en fait pour dire regardez, on invite aussi les gens que vous voulez voir, où on va essayer de faire en sorte d'avoir une plus grande diversité d'opinions, puisqu'apparemment les Gilets jaunes ne sont pas contents. Alors, pour ce qui concerne les numéros que vous nous avez donnés, Étienne Chouard a été contacté. Alors pour l'instant c'est pas allé au bout encore, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu l'occasion de le recevoir ou d'aller à sa rencontre, mais c'est en cours. D'accord. Ça c'est la première chose. Et ce que vous dites c'est au fond, est-ce qu'on sélectionne les Gilets jaunes? Là aussi j'insiste sur une chose, à l'inverse on nous a beaucoup reproché de ne pas les avoir assez sélectionnés, en nous disant ils ne représentent rien. Bon. Vous voyez comment ce mouvement est diffus?
je suis sûre que vous le vivez vous-même, avec des revendications différentes. Voilà. Et donc, non, on fait pas de, on n'a pas de, on cherche, ça c'est vrai, c'est ce que j'ai dit dès le départ, on cherche à trouver des gens qui soient au maximum représentatifs et qui parlent pas seulement en leur nom personnel. Vous voyez, qui viennent pas seulement. C'est un de nos journalistes qui disait ça au début. On a beaucoup tendu les micros à des gens qui racontaient leur histoire personnelle. Parce qu'au fond, c'était ça ce mouvement aussi. C'était des gens qui, à travers leur histoire, étaient amenés à être en colère. Et puis petit à petit, on l'a transféré vers est-ce qu'on pourrait parler à des gilets jaunes qui représentent un peu ce mouvement et qui parlent au nom du collectif, puisque mécaniquement, on ne pourra pas avoir chacune des personnes qui sont dans ce mouvement. On va continuer à le faire, mais ça a déjà existé sur notre antenne, vraiment. Alors, je peux vous poser une question. Actuellement, la chaîne BFM appartient à Patrick Drahi, qui est donc un grand financier, un grand industriel, qui lui défend des intérêts qui sont les siens, qui ne sont pas les intérêts du grand public français. C'est pas voilà. Est-ce que les journalistes qui travaillent pour Monsieur Drahi ne voudraient pas plutôt que BFM et d'autres grands médias comme ça deviennent des SCOP, c'est-à-dire des sociétés de coopératives de journalistes, qui vous garantiraient votre indépendance et en tout cas de ne plus être accusés de servir des intérêts prédateurs? Parce que quelque part, vous savez très bien que les Français sont assez légitimes à vous dire que... Les journalistes de BFM TV, moi je suis directrice de la rédaction, vous pourrez leur poser les questions à l'occasion quand vous les rencontrez sur les ronds-points de ce qu'ils souhaitent, je ne vais pas parler en leur nom. En revanche, ce que je sais, c'est que Patrick Drahi nous laisse travailler en toute indépendance. Mais pourtant, on a eu la promotion, vous avez fait la promotion. Moi, je vous dis, Patrick Drahi nous laisse travailler en toute indépendance et même nous donne les moyens de travailler, ou en tout cas, depuis qu'il est propriétaire de cette entreprise, ne nous a jamais empêché de rien et ne nous a pas non plus coupé des moyens. Vous savez, quand vous regardez BFM TV, pour ceux qui le font, il y a des journalistes nombreux dans cette chaîne, comme dans très peu de médias. Nous sommes beaucoup plus nombreux, une rédaction plus puissante, avec plus de reporters, plus de caméramans, plus de gens qui peuvent aller sur le terrain recueillir votre parole. Plus de gilets jaunes, peut-être qu'il y a des gilets jaunes parmi les gens, c'est pas complètement impossible. Et tous ces gens-là, aujourd'hui, s'ils ont rencontré des difficultés à travailler, honnêtement, ces dernières semaines, c'était plus par la pression qui était exercée sur eux sur le terrain, par les insultes, par toutes les insanités qu'ils ont dû entendre, voire par les violences, que par leur patron. Et ça, je vous assure que si vous les interviewez les uns après les autres, ils vous le diront ça. Justement, juste la petite question que je voulais poser. Comment, alors expliquez-vous, par rapport à tout ça, que vous soyez le journal le plus détesté, quoi. Comment l'expliquez-vous? Je vais vous l'expliquer. Moi, je crois que cette chaîne... Moi, je crois que je vous réponds en 2 mots, du coup, et je passe à votre question. Moi, je vais vous dire, et puis vous donnerez votre réponse, bien sûr. Moi, je vais vous dire, je crois que cette chaîne, elle s'adresse au plus grand nombre. Elle s'adressait notamment, et elle était entendue, écoutée, vue par des gens qui aujourd'hui ont rejoint le mouvement des Gilets jaunes et qui voudraient que nous ne disions sur cette chaîne que des choses qui leur ressemblent et qui leur correspondent. Mais nous essayons consciencieusement, jour après jour, de rendre compte de toutes les réalités du monde, de toutes sortes de points de vue, de toutes sortes de sons de cloche. Et malheureusement, il y a aussi parmi vous des gens qui ne voudraient entendre qu'un seul son de cloche et qui du coup crient fort. Vous avez des archives? En fait, ma question c'est, est-ce que vous seriez ouvert à faire un débat à une heure de grande audience sur le RIC et les différents types de RIC? Parce qu'on parle du RIC, mais il y a du RIC à la Suisse, il y a du RIC à la belge, il y a plusieurs façons de RIC. Il y a un RIC qui s'appelle le RIC Karl, c'est celui qu'on demande, où en fait vraiment il y aurait vraiment un plus grand nombre de garde-fous. Est-ce que vous seriez prête à accueillir sur votre antenne des gens pour débattre et pour qu'on puisse expliquer au plus grand nombre? On l'a fait déjà, hein. On l'a plus fait grand déjà, nombre, je l'ai pas vu. on a parlé Jacqueline Moreau, super. Oui, pourquoi vous avez invité Jacqueline Moreau qui ne représente personne? Vous êtes formidable. Jacqueline Moreau, au début du mouvement, elle a participé à ce que ce mouvement devienne visible. Si, vous pouvez le tourner dans tous les sens. Avec les fantômes. Jacqueline Moreau, au début, quand elle a fait sa vidéo, elle a fait partie des gens qui ont fait que ce mouvement ait émergé et il a été connu. Alors aujourd'hui, vous dites, vous, et je ne sais pas ce que disent les autres, vous là qui êtes autour de moi, vous dites c'est pas elle. Okay. Par exemple, je vais vous faire voir un exemple. Jacqueline Moreau. Est-ce que l'ensemble des Gilets jaunes sont d'accord avec vous? J'en sais rien. Je vais vous faire voir. Quand vous allez dans tous les ronds-points, vous posez même la question à la majorité des gens qui sont ici, qu'est-ce qu'ils pensent d'Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'ils espèrent pour lui. Tous vont dire. On l'a largement entendu. D'accord, mais tous vont vous dire. Non mais attendez. La majorité, mais justement, la majorité voudrait que le Parlement destitue Emmanuel Macron. Il y a des procédures qui existent.
majorité. La majorité des gilets jaunes. De quel rond-point? Des gilets non, jaunes. C'est pas ça la majorité. Je vous assure. La majorité, c'est pas ça. Bon, enfin, la majorité, vous pensez... ça passe par une organisation et le fait de prouver dans les urnes qu'on a une majorité. Oui, mais peut-être. Non, mais attendez. Justement, si on est en révolution. Si on est en révolution, regardez, Jacqueline Moureau, elle ne veut pas parler de la question de la destitution, alors que la majorité des Gilets jaunes n'ont pas peur d'en parler. Ça ne leur fait pas peur. On a reçu que Jacqueline Moureau. Non, mais justement, on pense que vous la recevez parce qu'en fait, elle a son rôle à elle. On redéconne tout de suite à couper les paroles les uns les autres. Et c'est ça qui est insupportable dans vos débats. Je vous jure. C'est vrai aussi. Mais pardon, mais c'est vous qui vous coupez la parole aussi. Vous êtes merveilleux quand même. Je suis merveilleux, mais vous vous coupez la parole mutuellement et c'est ma faute. Voilà, mais coupez. Ça c'est la rhétorique. C'est un fait. Une question que je voulais vous poser. On a entendu souvent à BFM TV et sur d'autres journaux qu'on ne savait pas ce qu'on voulait, qu'on ne savait pas où on en était, alors qu'à chaque fois qu'on voit des vidéos, on entend démission. Je pense que là, on sait ce qu'on veut, quoi. Pourquoi on ne pourrait pas parler de la démission de Macron? Est-ce que c'est un tabou en fait pour les journalistes? Il a été élu démocratiquement par des règles. Pardon, sont admises ces règles. Et peut-être qu'on. Non, mais si on a des raisons judiciaires. Attendez, madame. Si moi par exemple. Madame, pardonnez-moi. Madame, pardonnez-moi. Si j'explique que ce monsieur-là a violé plusieurs lois du droit pénal qui n'a rien à faire à la présidence de la République, mais qui devrait être jugé pour aller en prison. On peut. Attends, deux secondes. On peut très bien dire qu'il a été élu démocratiquement ou pas, ça c'est un débat plus philosophique on va dire, mais par contre si on a un criminel à la tête de l'État, non mais attendez, si on a un criminel à la tête de l'État, Les gens veulent changer les règles. Il est truqué, madame. Le jeu, il est truqué, madame. Vous me reprochez de ne pas savoir compter. Démontrez que vous avez une majorité et je ne crois pas qu'à cette heure Vous êtes présent sur les réseaux sociaux, je pense, BFM. Oui, on est présent sur les réseaux sociaux. Allez consulter les réseaux Bien sociaux. sûr. Tous les journaux, alors que Figaro, Le Monde, enfin tout le monde a fait une presse dithyrambique contre Étienne Chouard par exemple. Alors je ne sais pas que je le défende, mais c'est juste que on aimerait bien qu'il ait un droit de réponse, que ce soit d'abord à BFM mais dans toutes les chaînes, parce qu'on le martyrise, on va dire médiatiquement on le martyrise. Et surtout, on ne parle pas du RIC, parce que nous, notre sujet principal, l'un des sujets principaux, c'est de parler de... Écoutez-moi, franchement, sur le RIC, on a commencé dimanche dernier, après la manif de samedi, où c'est vrai que cette revendication-là s'est beaucoup exprimée. Faudrait lui ramener la vidéo. On n'avait pas invité des gens qui défendent le RIC vraiment. C'est-à-dire que des experts... Quelles conditions pour aller défendre le RIC? Je vais dire, appeler Philippe Ascov, appeler Sylvain Baron, appeler Étienne Chouard qui est quand même... Ou appeler aussi, comment il s'appelle Yvan Bachot qui est quand même... il a 80 ans, ça fait 40 ans que lui il se bat pour le RIC. Donc on l'a pas vu à BFM, Yvan Bachot. Et c'est quelqu'un quand même qui a, entre guillemets, une légitimité de parler de ce sujet parce qu'il le connaît bien. Et surtout, bon voilà, Étienne Chouard, on ne le fait pas venir à la télé. Si vous me permettez, madame, vous avez fait une remarque tout à l'heure. Et pas avec des bons contradicteurs aussi, madame. Y a-t-il une décision par rapport à son dérapage sur les personnes âgées? Ils ont eu un débat sur la CSG et il s'est permis de dire que les personnes âgées sur la CSG c'était pas un problème parce que de toute façon en 2022 ils seront peut-être pas là. C'était avant le mouvement des Gilets jaunes. Il a dit ça à l'antenne. Moi j'ai eu les cheveux qui... Je travaille avec des personnes âgées, je suis aide-soignant, moi je m'occupe de personnes âgées tous les jours. Entendre un mec dire ça sur un plateau de BFM, moi j'ai eu envie de pleurer. Il a fait aussi la propagande de guerre pour la Libye, pourtant il a... Je le jette sur le quai et je... on est reparti dans une direction qui vous en conviendrez. Il souhaite la mort des personnes âgées, des personnes qui ont bossé 40 ans. Je vais vous poser une question simple. Dans la définition que BFM donne du référendum d'initiative citoyenne, moi j'ai trouvé ça interpellant de savoir que vous avez mis sur la définition qu'il fallait 1 600 000 citoyens pour avoir le référendum. Mais d'où vous le sortez ce chiffre? Non mais là c'est à l'heure actuelle, c'est pas ce mais que ça pourrait être. C'est quand vous avez fait vous-même fait une définition. D'où vous sortez le chiffre 1 600 000 citoyens? Et d'ailleurs je tiens à préciser que la définition que vous avez donnée elle était partielle, parce que vous avez donné deux revendications du RIC, à savoir la révocation ou l'abrogation d'une loi, alors que vous auriez pu aussi dire que ça peut être aussi constitutionnel ou législatif. Ça vous avez un peu oublié de le dire. Et surtout, d'où est-ce que vous sortez vos chiffres? Vous mettez 1 600 000, mais d'où est-ce que vous sortez ce chiffre? Vous voyez, ça c'est la définition de BFM, le référendum d'initiative citoyenne. Et c'était votre définition de BFM, c'était posté par BFM il y a une semaine. Attends, laisse-la répondre. Pouvoir faire des référendums avec beaucoup moins de monde comme référence. C'est ça que vous souhaitez. Moi je souhaite que le peuple puisse, parce qu'on n'est pas en démocratie, et je souhaite que le peuple ait le pouvoir de choisir ses lois, de pouvoir révoquer s'ils ne sont pas contents, et d'ailleurs de pouvoir
pouvoir s'exprimer. Parce que le problème des Gilets jaunes, c'est simple. D'où vient le problème, c'est que le Parlement ne représente pas les citoyens. Et c'est tout, c'est de là dont vient le problème. Il y a deux castes, on ne se sent pas représentés. Vous parliez de démocratie tout à l'heure. Merci beaucoup de cette proposition. Sur quels critères pensez-vous qu'on puisse avoir un temps de discussion pour expliquer la volonté des Gilets jaunes? Qu'est-ce que vous appelez la surface? Parce que si vous prouvez que 200 000 personnes connaissent Sylvain Baron ici présent, c'est très facile. Vous allez sur tous les ronds-points, vous demandez le nom de Sylvain Baron. Tout le monde connaît Sylvain Baron, ça on peut le garantir. Donc sur quels critères? Là, on était en train de se dire si à un moment vous nous dites. Et ben voilà. Et sans que ça soit contesté, parce que par ailleurs, il y a des gens qui ont dit moi je suis représentant de tel ou tel, et tous ces gens-là ont été contestés. Nous avons cette surface. Je vous le dis. Ensuite, il y a une parole qui a été donnée la semaine dernière que quelqu'un, parmi les gens que vous aviez proposés, allait être reçu. On va le faire. D'accord. C'est un très bel engagement, merci beaucoup madame. Donc on n'a pas besoin de vous rabâcher, de revenir la semaine prochaine pour vous mettre la pression. Ne revenez pas. Et si on est plus nombreux, parce qu'on n'est pas content, parce qu'on n'a toujours pas obtenu finalement des... Moi je fonctionne pas sous la menace. C'est pas mon mode de fonctionnement. Oui, mais vous vous rendez compte que s'il y a des milliers de gens un jour qui sont devant BFM, vous sentiriez pas bien. Mais pas sous la menace. Mais le but pour nous, c'est pas ça qui va me faire avancer. Non mais est-ce que vous croyez que les gilets jaunes, est-ce que vous croyez que les gilets jaunes, ça leur plaît de dépenser des thunes pour monter à Paris à chaque fois, d'être sous la pluie en plein hiver et d'avoir justement à roumer contre leurs journalistes et leurs représentations politiques pour dire maintenant on en a marre, on est obligé carrément d'être dehors, d'être un peu menaçant? Est-ce que vous croyez que ça nous amuse? Est-ce que vous croyez que les gens qui sont ici n'ont pas envie simplement d'être chez eux, à être auprès de leur famille, à s'occuper d'autre chose que ça? Vous croyez que nous sommes des gens qui avons la volonté d'être menaçants? On est menaçant parce qu'on n'a pas le choix. Quoi qu'il arrive, de ne pas l'être. Et par ailleurs, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, les journalistes de BFM TV, depuis 6 semaines, sont dehors pour couvrir votre mouvement aussi. Et eux aussi, ils auraient toutes sortes d'activités possibles. Donc, le mode de relation, quoi qu'il arrive, moi j'appelle à ce qu'on respecte les journalistes de terrain, je suis le premier à dire il n'y a pas de raison d'agresser qui que ce soit. Les désaccords ça existe, mais par contre quelque part nous on trouverait normal que de votre côté au niveau du média que vous représentez vous fassiez un effort considérable, ne serait-ce que parce que ça vous sert. Ça vous sert énormément de vous dire, après tout, si on reprend du capital sympathie, c'est quand même la majorité des Français qui sont d'accord avec les gilets jaunes. Le gilet jaune que vous allez proposer, il sera contesté par d'autres, je vous le dis. Systématiquement. Mais vous nous avez proposé des gilets jaunes qui sont contestés. Ce qui a été proposé sur cette antenne a été contesté. Oui. C'est arrivé ça, c'est pas moi qui l'ai créé. Donc, je vous dis quand même cette chose très simple, on peut le faire. Mais prenez un gilet jaune qui parle de la destitution de Macron du RIC. Ça ne résoudra pas le problème. Ça ne résoudra pas le problème parce que ça ne remplira pas cette fonction qui ne pourrait exister que par des représentants désignés, je n'ai même pas dit élus, j'ai dit sur lesquels vous vous entendriez entre vous. Légitime. Là, nous sommes légitimes. Non mais vous voyez comme moi que ce sujet de la légitimité, il est au cœur de toute cette histoire et que chacun dit... la preuve, Macron est élu, il n'est pas légitime. Oui, il y a 80% du peuple qui n'en veut plus. Pour les gilets jaunes, c'est aussi une question. Toute la journée, il y a des gens qui me disent « Mais c'est qui ces gens à qui vous donnez la parole ?» Je suis aussi interpellée dans ce sens-là. C'est qui ces gens à qui mais lesquels ont de la tenue intellectuelle? Qui les a mandatés? Et donc, moi je dis, et c'est au fond votre sujet, et vous ferez bien ce que vous voulez, ça aurait du sens en effet qu'on ait le sentiment que certaines personnes parlent comme porte-parole, rassemblent des idées et qu'elles viennent les porter. Même si elles parlent de la destitution d'Emmanuel Macron ou du référendum d'initiative citoyenne. Sur l'antenne de BFM, c'est pas des choses qui ont été entendues et dites, ça? Justement, j'ai l'impression que non. Il n'y a personne qui a expliqué quels ont été les crimes d'Emmanuel Macron sur le plan du droit international. Oui, des crimes, des vrais crimes. Allez. Vous savez, avec du droit pénal, du droit constitutionnel, du droit international, des vrais faits. Les crimes qui ont été commis actuellement sur la Syrie. Pour vous, c'est pas des crimes quand on envoie des missiles sans demander l'autorisation du Parlement, qui logiquement autorise la paix et la guerre, en violant toutes les chartes, la charte de l'ONU, les conventions de Vienne, en violant notre bloc de constitutionnalité, on a agressé la Syrie. Ça n'a pas fait débat sur BFM. Personne n'a dit est-ce que ça viole ou pas le droit international. Est-ce que Macron était légitime à faire ça? Sur le fait que j'ai été heureuse de discuter avec vous, qu'on a un accord. On s'est entendu sur le fait que l'un de ceux qui étaient dans cette liste allait, et l'un d'entre eux a déjà été contacté. Un sur 4. Mais vous êtes engagé sur les 4. Non, j'ai pas dit.
Donc nous on va continuer de remonter. Je vous donne rendez-vous à ceux qui veulent venir maintenant sur France Télévisions ou directement devant Europe 1. On va continuer de remonter. Bon, vous avez pour le coup un aperçu de ce que peuvent dire les directeurs éditoriaux de BFM. Donc je pense que la semaine prochaine on va devoir être là à nouveau parce que ça, ils n'ont pas bien compris. On vous attend, venez et la suite on fera le débrief à la fin de la journée. En attendant, venez parce qu'on est toujours sur l'opérationnel. J'ai appris qu'Éric Drouet a été arrêté, on pouvait s'attendre qu'à ça, la manif elle n'est pas déclarée, donc, et c'est justement pour ça que je vous dis qu'il faut déclarer les manifs. Regardez, nous on est là, ça se passe bien, hein. Un quart de police, tranquille, on nous emmerde pas, on discute avec les journalistes, on leur met la pression. C'est ça de déclarer, c'est éviter ce genre d'emmerdement, c'est éviter d'être gazé, c'est éviter d'être matraqué, c'est éviter de se retrouver en garde à vue. Donc, venez, nous c'est légal, c'est propre. J'espère quand même qu'Éric va sortir assez rapidement de sa garde à vue. En attendant, bah écoutez, ceux qui peuvent venir, venez. Allez, à tout à l'heure. Si on va dire des gens comme Maxime Nicole, comme Étienne Chouard, comme Philippe Pasco, etc. venaient discuter à BFM et puis expliquer un peu les opinions des Gilets jaunes, tu serais déjà moins en colère? Entre nous, je pense que de toute façon, ils connaissent déjà, ils savent déjà tout ça. Après, c'est à eux de prendre la décision par rapport à leur conscience et leur honnêteté, de décider eux-mêmes de leur vie, de savoir ce qu'ils veulent qu'ils changent. Et voilà, de toute façon, leur expliquer, je ne suis pas convaincue. Qu'on utilise le média pour expliquer au reste de la population, c'est une chose. D'ailleurs, comme je dis, les mouvements qu'on fait sur les ronds-points, les péages, on ne touche pratiquement que les automobilistes. Donc finalement, tous les gens qui restent chez eux, qui ne sont pas encore convaincus, entre guillemets, je pense que ceux-là, si on leur passe la vraie info, la bonne info, effectivement, ce sera beaucoup plus porteur. Question, qu'est-ce que tu penses d'Emmanuel Macron? Alors déjà, moi je l'appelle pas Emmanuel Macron, je l'appelle Jupiter pour commencer. Deuxièmement, je pense que Jupiter il est un peu trop satellisé là-haut et le but notamment avec le référendum d'initiative citoyenne, c'est de le faire redescendre sur Terre. Donc voilà Jupiter, on va bientôt se voir. Ok, bah, je te remercie beaucoup. Prie, merci. C'est pas un contre-pouvoir, on peut le dire clairement. Normalement, un média, ça devrait être un contre-pouvoir. Il devrait y avoir un pluralisme des médias, c'est-à-dire plusieurs opinions. Chacun doit avoir son opinion, mais avec l'ensemble des opinions, on doit pouvoir se faire une idée. Donc là, il y a ni pluralisme, et puis il y a ni contre-pouvoir. Il y a un pouvoir à charge contre les gilets jaunes et un pouvoir pro-libéralisme, voilà. T'as l'impression que nos politiciens sont devenus des communicants? Moi, je pense que s'ils étaient tous en arrêt maladie, je pense qu'avec dans les commissariats il y a des commissaires, dans les préfectures il y a des préfets, dans les sociétés il y a des responsables, dans les services il y a des responsables de service. Je pense que la France continuera à marcher. Il n'y aurait peut-être plus tout le tralala BFM TV, ça c'est sûr. Il n'y aurait sûrement plus toute cette communication télévisuelle permanente. Mais je ne pense pas que la France s'écroulerait parce que ces guignols, je suis désolé, arrêteraient de travailler. Ça c'est mon opinion. Elle est peut-être que justement fausse, ils arrêteraient de causer du tort plutôt que... Voilà. Et puis qui se mettent à bosser, je suis désolé. Moi sincèrement, si j'avais mis ma société dans l'état où est la France actuellement, je me serais déjà fait virer depuis des années. Voilà, eux ils sont toujours là. Descendez France TV, descendez France TV, descendez France TV, descendez France TV, descendez. Nouveau direct, et on va le faire assez court parce que j'ai plus beaucoup de batterie. On voit donc que les gilets jaunes, on est parti direction France Télévisions qui est juste à côté de BFM, hein, on est à 100 mètres. Donc là nous sommes au pied du bâtiment pour la 5e fois consécutive. France Télévisions jusque là ne nous ont jamais fait descendre de journalistes, jamais un directeur d'antenne, jamais en fait quelqu'un du service public qui est venu discuter avec les gilets jaunes. Donc on va voir aujourd'hui si on peut leur mettre un petit coup de pression. Je vous disais, BFM ne sont pas pires que le service public. Il faut vraiment voir ce que c'est que le service public de l'information au concret, au pied de leur bâtiment, pour voir un peu comment les journalistes, déjà si des journalistes viennent nous voir, ce qui est quand même un premier cap, et ensuite comment est leur discussion avec nous. Alors, les gilets jaunes, qu'est-ce que vous pensez du service public de l'information? C'est un peu léger. Photoshop.
On dirait que c'est un peu léger, oui, on parle de Photoshop. Pourquoi on parle de Photoshop sur le service public de l'information? Macron dégage! C'est des collabos! Erreur humaine. Alors, qu'est-ce que vous pensez des journalistes du service public de l'information? Comme vous pouvez le constater, bon, alors il y a... Moi j'ai rien dit, hein. J'ai pas dit que c'était des collabos, hein. Personne... Moi je pense absolument pas ça, évidemment, c'est évident, hein. Non, je pense qu'ils font du bon travail. D'ailleurs, constatez tous ces journalistes qui descendent devant nous là pour parler avec nous. Donc, tu peux expliquer comment toi-même tu t'es éveillé, on va dire, aux questions politiques? Alors moi-même je me suis éveillé finalement relativement tard, c'était en 2009-2010 et c'est vraiment avec l'arrivée d'internet que je me suis éveillé. Naturellement je fais partie d'une génération qui très jeune a compris tout de suite que la politique racontait beaucoup de sornettes et très rapidement je me suis rendu compte que l'information qu'on nous présentait était relativement biaisée et je m'en suis beaucoup détourné. Et justement, à partir de 2009, j'ai vu émerger des nouvelles choses par Internet. Et là, je me suis replongé complètement finalement dans ce qu'est l'information, tout ce que ça implique, avec différentes sources. Alors évidemment, quand on débute, on entend plein de choses très différentes. Au début, on entend des choses qui nous semblent complètement folles. Parfois, on peut ou bien complètement les dénigrer, ou au contraire se dire c'est ça la réalité. En réalité, c'est beaucoup plus simple, plus compliqué évidemment, pardon. C'est-à-dire qu'il faut, en tant qu'individu, faire un tri, pouvoir écouter différents sons de cloche et au fur et à mesure, finalement, de la façon dont on va mûrir au niveau de l'information, pouvoir faire le tri petit à petit. Donc je me suis pendant, on va dire, 2 années vraiment consacré quasiment qu'à ça. J'avais la chance de faire un travail qui me permettait toute la journée d'écouter des choses en même temps que je travaillais. Et ensuite, une fois que je me suis un petit peu remis à la page, on va dire, j'ai pu de façon plus simple continuer à suivre l'actualité, mais finalement avec ce regard critique toujours. Alors, tu es un militant assez rodé désormais parce que ça fait justement des années que tu es sur le terrain, que tu fais des tracts, que tu fais ce que tu peux. Il y a beaucoup de gilets jaunes qui débutent, qui découvrent. Est-ce que tu aurais un conseil à leur donner pour savoir tenir moralement? Tenir moralement, c'est compliqué. La première chose, je pense, c'est de se dire que, je pense que tout le monde le ressent, mais l'information qu'on nous donne dans les grands médias, c'est pas forcément la vérité. Et donc, il y a plein de choses qui se passent à côté. Par ailleurs, tout ce qui est dit à côté n'est pas forcément vrai. Et donc il y a beaucoup de choses très négatives qui tournent dans les médias, que ce soit dans les médias classiques ou les médias alternatifs. Mais il faut savoir qu'à côté de ça, il y a beaucoup de choses très positives, vraiment extrêmement positives, qui ne sont pas forcément médiatisées. Donc on a l'habitude de faire du sensationnalisme sur toutes les choses qui ne vont pas dans le monde, et Dieu sait qu'il y en a, et de plus en plus, on arrive quand même à une période charnière là-dessus. Par ailleurs, ce qu'on voit moins, c'est que même s'il y a une vague qui descend, il y en a une autre qui monte en parallèle, qui est moins centralisée, qui part un peu dans tous les sens, et qui aujourd'hui peut paraître un petit peu chaotique, mais émerge réellement. Donc ça peut être sur plein de sujets différents. Donc là, on parlait de l'information tout à l'heure. On voit qu'au niveau des gilets jaunes, il y a plein de gens qui ne sont pas dupes, qui ont encore du mal à savoir, ils savent ce qui ne va pas, mais ils ne savent pas trop par où se diriger. Donc là, il ne faut pas se fier à une seule source, ça c'est vraiment la base. Et justement, en multipliant ces sources, vous allez peut-être découvrir qu'il existe plein de projets très positifs. Alors, toi justement, tu es l'administrateur d'un site internet qui s'appelle réinformons-nous.fr. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Oui. Donc réinformons-nous.fr, c'est un site qui a été lancé il y a maintenant une bonne année et demie. C'était parti en fait sur une idée simple. C'était pas un site à la base, c'était un tract. L'idée simple, c'était de donner au public un certain nombre de noms de médias ou de personnalités qui racontent des choses qu'on n'entend jamais dans les médias classiques, ou très peu. Ce tract, en fait, donc, présentait ces différentes personnalités
qui sont vraiment de différents bords, de droite, de gauche ou autre, et qui donnent vraiment de l'information qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. En tout cas, il y a un certain nombre de personnes qui souhaiteraient réviser le système des médias, qui fait qu'on a un système qui est complètement bloqué avec ça doit être un truc comme 9 milliardaires qui contrôlent la presse en France. Ici, on est face à une chaîne publique. C'est pas la même chose. La chaîne publique, elle est payée par nos impôts, par la redevance notamment. Et payant cette redevance, logiquement, il faudrait que, quand on paye, en général, c'est pour choisir. On parle de la main qui est au-dessus, la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Donc logiquement, nous devrions tous, en tant que Français, être les patrons de ces chaînes publiques. Et là, ne même pas pouvoir avoir de dialogue avec eux, bah, c'est pas logique. Et ça veut dire qu'il y a vraiment de gros problèmes avec le service public de l'information. Voilà. Bah écoute, je te remercie Pascal, je vais faire 2-3 témoignages encore et puis ensuite on va reprendre le cortège. Très bien. Merci beaucoup. Là, les deux personnes que vous voyez, ce sont des Japonais qui s'intéressent un peu à ce qui se passe en France, qui sont des journalistes, qui nous suivent un petit peu. Et je vais en profiter pour parler avec... C'était vous le traducteur, je crois? Je suis journaliste aussi. Ah bah alors c'est parfait. Dites-moi, est-ce que je peux vous poser quelques questions pour savoir un petit peu quel est le regard du peuple japonais, ou du moins le vôtre en tant que japonais, sur ce qui se passe en France? Le problème, c'est toujours un peu la même chose, un peu parallèle que la France. C'est que les médias principaux, ils sont corrompus, ils sont pro-gouvernementaux, ils ne font que le rôle de porte-parole du gouvernement. Donc les vraies informations ne passent pas très bien. Et au Japon, on a donc les mêmes problèmes? Oui, parfaitement. C'est-à-dire que tous les gens qui regardent que des médias principaux, évidemment, ils sont un peu lavage de cerveau, et puis ils croient qu'il n'y a que des militants violents qui cassent tout, il n'y a que des casseurs, etc. etc. Mais évidemment, il y a des militants sociaux qui essayent de capter des vraies informations. Et puis finalement, sur les internets, quand même, il y a des informations intéressantes, il y a de vraies informations. Et puis ces militants qui commencent à capter le vrai visage de Gilets jaunes. Voilà, donc maintenant, ils commencent à comprendre un peu le mécanisme. C'est pas que des casseurs, mais c'est vraiment les militants de Gilets jaunes posent des questions essentielles de la démocratie. Alors, nous revenons en direct devant France Télévisions. Actuellement, nous discutons avec la journaliste parce que nous bloquons leur entrée. Là, vous voyez, nous sommes juste derrière et nous bloquons l'accès à France Télévisions. Donc, les journalistes n'ont plus le choix. Il faut discuter avec nous. Et là, on est en train de prendre des numéros, d'échanger des coordonnées, de foutre un joli petit bordel. Après, on sera à Europe 1. Et actuellement, je peux vous dire, c'est assez marrant parce qu'on a vu une journaliste de France Télévisions qui s'est carapatée quand on l'a interpellée. Elle était pas à l'aise, pas bien. Décidément, ils ont du mal. Alors lui, ce monsieur, c'est un rédacteur tout bêtement. Enfin, il est chef de rédaction. Donc là, il est en train de prendre les numéros qu'on lui donne et on va espérer, on va dire qu'on pourra reprendre contact. Vous ouvrez les portes de France Télévisions, on viendra s'exprimer sur France Télévisions. Nous, on fait il n'y a pas de souci. Non, on va se clos, monsieur. Vous voyez, là, il est en train de transmettre les coordonnées d'Étienne Chouard. Donc comprenez, là, on les troll les médias, c'est à vous de faire quelque chose, qu'on soit plus nombreux, parce que nous, on peut revenir tous les week-ends, mais il y a un moment quand même, si vous voulez vraiment que les journalistes nous prennent au sérieux, il va bien falloir aussi que vous compreniez qu'il faut prendre au sérieux les appels à venir manifester devant les grands médias. Donc si vous ne nous prenez pas au sérieux là-dessus, on va pas s'en sortir. Là actuellement on fait le taf, comme toutes les semaines, comme tous les week-ends. Il y a des gilets jaunes sur place, on interpelle des journalistes, mais à un moment il faut qu'ils nous prennent au sérieux, il faut que le nombre soit là. Donc voilà, comme vous le voyez, on est en train de marcher en direction d'Europe 1. Nous quittons donc les studios de France Télévisions où en fait c'est parce qu'on a bloqué les journalistes qu'on a pu avoir quelques discussions au vol. En fait on les a empêchés de rentrer
directement avec leur véhicule dans le garage de France Télévisions, mais sinon on n'aurait jamais pu discuter avec l'un d'entre eux parce que personne n'osait descendre. Je dis voilà, chez France Télévisions il y avait tous les agents de surveillance et de sécurité qui étaient là, qui sont tous d'accord avec nous en fait. En fait ça leur a même animé un petit peu leur journée qui est largement monotone en général, c'est ce qu'ils ont prétendu. Hein. Ils étaient très contents de cette histoire. Et puis finalement, ceux qui sont arrivés les plus hystériques et les plus énervés, c'était les journalistes qui devaient faire leur boulot, qui étaient complètement hystériques. Il y en a une qui a voulu forcer les barrières et tout ça, donc elle nous aurait presque roulé dessus. Et voilà, et en fait elle se prétendait non, moi je suis ouvrière, j'ai rien à voir avec tout ça. En fait elle roule dans une super bagnole, machin, elle est complètement, ils sont menteurs, hystériques, quand on voit voilà la lutte des classes où elle est. Hein. Et ces gens qui travaillent là-bas, qui disent oui, de toute façon, c'en est une, elle nous méprise tous les jours, elle passe, elle nous dit même pas bonjour. Voilà ce qui se passe. On est arrivé devant ces portes que nous avions pénétrées la dernière fois et on a vu les vigiles fermer la porte à clé parce qu'ils se sont dit oh là ça pue, les gilets jaunes vont encore envahir comme la dernière fois. Donc là on met notre petit boxon, hein, normal. Et on les appelle un petit peu à venir d'ailleurs. Avec nous, journalistes, avec nous, journalistes, avec nous, journalistes, avec nous, journalistes, avec nous. Journalistes avec nous, journalistes avec nous, journalistes avec nous. Donc là vous le voyez, nous avons les vigiles qui regardent, qui sont un peu embêtés. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Avec nous, la sécu, avec nous, la sécu, avec nous, ouvrez-nous la porte. Messieurs, ouvrez-nous la porte, s'il vous plaît. On veut discuter avec les journalistes, les chantres de la liberté, des droits de l'homme et blablabla. Merci de nous mettre en contact avec eux, s'il vous plaît. On a besoin de partager nos opinions. Il faut assumer des propos maintenant. Il faut descendre là, monsieur Apathy. Alors vous voyez, on cherche à les faire descendre, mais ils ont peur. Ils sont un petit peu inquiets, on ne sait pas pourquoi. Alors, plus encore. C'est des collabos du pouvoir profond, voilà, c'est le pouvoir visible, en collaboration avec le pouvoir profond, c'est tout. Alors là, on est peut-être, je sais pas, peut-être une petite cinquantaine. Comment ça se fait qu'on n'est pas assez nombreux devant les médias selon toi? Parce que les médias ont bien joué leur rôle. Et puis c'est les vacances, donc on a affaire à des consommateurs et pas à des citoyens. Et pourtant chez les Gilets jaunes, il y en a quand même pas mal qui se battent, qui devraient être là. Bien sûr, mais aussi la pression policière nous oblige à être extrêmement éparpillés en fait, en petits groupes, donc on a des gros problèmes de coordination déjà. Et là, t'as vu des policiers? Non. Et c'est justement, ce serait pas le bon moment d'être là où il n'y a pas de flics? Aussi, ouais, bien sûr. Mais le problème, c'est que là, il y a énormément de personnes qui sont en train de se réveiller, qui sont en train de passer d'un statut de victime, de passif, par rapport à la société, à un statut de citoyen responsable, d'adulte en fait. Et en fait, ce réveil, plus tu attends, plus il est difficile. D'accord. Donc il y a pas mal de gens qui se réveillent, mais ça prend du temps. Donc voilà, le dormeur doit se réveiller, c'est ça? Ouais, c'est ça. Comme dans Dune. Comment t'expliques qu'il y ait si peu de Parisiens qui se mobilisent par rapport à la province? J'ai ma théorie, je suis pas sûr qu'elle soit politiquement correcte, mais... C'est pas grave. D'accord. Je pense qu'il y a un problème de couilles en fait à Paris, de testostérone. C'est qu'on est sur des... Il n'y a plus de prolétaires. Il n'y a pas de paysans, il y a très peu de prolétaires, il y a 8% de prolétaires qui habitent à Paris. Et il y a beaucoup de gens qui travaillent, tu les vois, hein, ils ont des corps de lâches, des têtes de traîtres, etc. Donc tout ça, ça bosse dans le tertiaire. Non mais c'est malheureux de dire ça. Écoute, moi tout à l'heure j'étais à Montmartre et j'ai une copine qui tient une boutique et c'est une esclave. Hein. C'est la première à se plaindre, elle n'a pas de vie, elle a 50 balais, elle voit pas ses enfants, etc. Elle a tiré le rideau, moi je tape au rideau. Et elle voit que c'est moi, et je pensais qu'elle allait ouvrir la porte pour me dire bonjour, elle a fermé à double tour parce que j'avais un gilet jaune. Elle était en flip parce qu'elle regarde BFM. Donc tu sais, dans ces périodes un peu insurrectionnelles où le peuple est en train de se réveiller, en fait on est traversé par des courants sociétaux très très puissants. Nous on voit l'égalité, on voit la démocratie comme l'égalité parce qu'on est français.
Ça, c'est des travaux de... Comment il s'appelle Étienne. Étienne, c'est pas Chouard, non. C'est... Rousseau. Non, l'universitaire. Putain. Emmanuel Todd. Ouais. Et en fait, nous, en tant que Français, on conçoit la démocratie comme de l'égalité avant tout. Un petit peu à la norvégienne, où tu as le ministre de la justice norvégienne qui a un bureau Ikea et qui va chercher ses gamins à 4 heures. Voilà. On a cette conception très égalitaire. Et là, on a affaire à toute une technocratie, des hauts fonctionnaires, des médias, des politiques, qui sont là pour se servir, qui sont pas du tout là pour servir le peuple, et qui sont déconnectés. Pratiquement, on voit dans leur réflexion et dans leur retour, on a affaire à des comportements d'autistes. C'est-à-dire qu'ils comprennent pas la situation et ils tapent à côté en fait. Et ils ne mettent que de l'huile sur le feu, Et le problème à Paris, c'est que, toi, les éboueurs, ils sont avec nous, mais les hommes et les femmes de Paris sont c'est des gens d'une métropole, ils sont coupés de la réalité. Ils sont très dépressifs, je peux te dire, ils prennent des cachetons pour dormir, ils rêvent à voix haute, ils débriefent toute leur journée en pleurant le matin. Mais le problème, c'est que il n'y a plus de couilles. C'est-à-dire que se lever contre un système oppressif qui est juste au service de lui-même, il n'est plus au service du peuple, avec 9 millions de pauvres, dont un tiers d'enfants, 70% de CDD au niveau des embauches en 2018, et puis on a 11 millions de mal logés. Le système ne marche pas. Ils en ont conscience, c'est les premiers à se plaindre, mais ils s'en plaignent tout seuls, en prenant des cachetons en face de la télé. Et donc se joindre à nous, c'est la science-fiction. Tu le vois dans le métro, les gens ils baissent les yeux, tu leur parles, tu leur expliques que tu te bats pour eux. Et la banlieue elle-même? La banlieue, alors, c'est simple, la banlieue qui bosse, elle est avec nous et tu la retrouves. C'est Laïla qui est infirmière et qui t'explique qu'ils sont obligés de torcher les vieux en EHPAD avec des draps. Après, ils sont en sous-effectif et ils n'ont pas assez de matériel. Ils les laissent geindre pendant une nuit entière. Et c'est seulement à la fin de la nuit qu'ils arrivent à s'occuper des vieux. Et ils les torchent avec des draps, quoi. Donc ouais, la banlieue qui bosse, effectivement, elle est de notre côté. Les mécanos, les mecs dans le bâtiment, en milieu hospitalier, ils sont avec nous. Après, je veux dire, les lycéens, les mecs qui bossent pas, ils sont pas à la conscience de classe. Ils n'ont pas encore l'éducation politique nécessaire. Non, parce qu'ils payent pas de taxes, ils payent pas les impôts, ils rêvent encore à des conneries d'Instagram et de modèles américains, de prédateurs sociaux, tu vois, le rap, etc. Mais t'en as vu beaucoup, toi, des rappeurs avec nous, là? Non, pour le moment, non. Bah non. Ah, il y a Wilson qui aime bien le rap, je crois, mais qui est lui quelqu'un d'assez ouvert, on va dire. Non, mais les rappeurs, là, ils sont là sur un vrai conflit social lourd, et ils sont pas avec nous. C'est vrai. Donc eux, ils sont en fait dans une logique de prédateurs à l'américaine. Prédateur du haut, prédateur du bas, finalement ils se complètent très bien, quoi. Parasite du bas, parasite du haut. Voilà, et c'est pour ça que les gars sont pas avec nous. Mais quand les mecs sont dans le travail, dans le productif, dans la réalité. Voilà, dans la réalité productive, complètement. Bah les gars, en fait, ils sont forcément avec nous. Alors une dernière question, qu'est-ce que tu penses d'Emmanuel Macron? Bah c'est du pouvoir visible, hein, donc ça sert à rien, c'est une mopette, c'est un pantin, quoi. C'est le gérant du McDo, c'est ça? Ouais, voilà, le gars n'a absolument aucun pouvoir, il a été mis là, voilà. C'est un produit marketing, c'est un produit médiatique. T'es favorable à cette destitution? Je m'en fous, ça n'a aucune importance, quoi. Tu râles contre McDo, tu veux qu'il vire le gérant, on s'en fout, voilà, faut faire la bouffe à la maison. Un gouvernement provisoire par exemple qui viendrait remplacer le gouvernement Philippe et qui serait plus progressiste. Alors tu vas mettre la salle, tu vas mettre le mec des Insoumis aussi. Ok, pourquoi pas, à ce niveau-là, un truc de transition. Mais moi ce qui m'intéresse c'est le RIC, c'est le référendum d'initiative citoyenne, c'est qu'on puisse avoir notre mot à dire, parce qu'entre chaque élection on n'a rien à dire, on est impuissant. Il faut bien un gouvernement pour l'introduire dans la Constitution. Si on n'a pas de gouvernement pour l'introduire, il faut un barrage. Ça va être très simple. Soit le gouvernement actuel il va comprendre et il va faire des choix historiques, soit il va pas comprendre et il va jouer la surenchère, il va jouer le pourrissement, il va jouer tout ce que tu veux. Et à un moment il va scoltiner la colère du peuple. Et tu sais comment ça s'est fini la dernière fois? Il y a une histoire à Varennes avec un chariot, je sais pas, avec une calèche. Avec tu vois, des trucs assez glauques, quoi. Mais on veut pas aller là-dessus, c'est clair. Mais on en a tous très gros. On a identifié l'ennemi, c'est l'ennemi profond. On a identifié les pantins qui jouent la comédie devant. Donc, grosso modo, s'ils ont un minimum d'intelligence, ils sauvent leur acquis.
Parce que si ça continue comme ça, il y a un mois on était sur le prix du gasoil, là on est sur les problèmes de constituantes, et dans un mois on va être sur les problèmes de nationalisation, de récupérer tous les intérêts de la dette, les 1400 milliards qu'on a payé, que le peuple a payé par son travail et ses taxes, ce transfert, ce vol de la richesse produite par le peuple, eh ben on va le récupérer. Tu t'attends aussi à ce que le débat sur l'Union Européenne et l'euro commence à arriver sur la place au bout d'un moment? Ça viendra si le peuple veut. Si au niveau des pétitions, on a le quorum des 700 000 ou des 500 000 ou des 1 million, ça viendra sur la table. Le problème simplement là, il faut que les pantins qui sont au pouvoir, donc voilà, le pouvoir visible, comprennent qu'aucune marche en arrière est possible, c'est fini. C'est fini. Bah écoute, je te remercie pour l'élastique est pété, donc les gars là, c'est voilà, c'est mort pour eux, c'est mort. Ça fait 40 ans qu'on colle des rustines sur un pneu, là la jante, elle a explosé, donc bah voilà, on ne pourra pas remettre une rustine derrière, c'est fini. Il n'y a plus de pneus. Juste pour dire, ils ont intérêt à négocier tout de suite avec nous pour que ça se passe bien, parce que vu comment c'est en train d'évoluer, ça va vraiment péter très très grave d'ici 3 mois, 6 mois ou 1 an. Et là, malheureusement... Même moins, parce qu'avec l'arrivée du prélèvement à la source, il y a un sacré paquet de Français qui va dire « Putain, elle était là la vaseline, merde alors !» Et toute cette violence que le peuple a subie quotidiennement, ils vont se la prendre dans la tête. Et le problème, quand c'est la violence du peuple, c'est pas du tout canalisé, et c'est très très violent. On a eu les prémices. Hein. Ouais. Voilà, donc il ferait mieux d'arrêter les frais, de négocier avec nous, avec des gens de bonne volonté. On est des gens bienveillants, on est des gens bienveillants mais très énervés. Donc c'est leur intérêt, ils imposent le RIC. On travaille là-dessus, en bonne intelligence. Le RIC en toute matière, monsieur Edouard Philippe. On travaille en bonne intelligence et on évite le bain de sang, parce qu'il va arriver, quand on voit la désespérance dans les zones périurbaines et rurales, il y a des gens qui n'ont plus rien à perdre. Et ça, c'est très dangereux pour vous, messieurs les politiques et les journalistes. Donc, soyez intelligents, réfléchissez à ça. Vous avez suffisamment fait d'argent. Voilà. Partez à la retraite, prenez des gens de bonne volonté, négociez avec eux. Il faut que ça se passe bien maintenant. C'est tout. Je te remercie beaucoup pour ton témoignage. Monsieur Lagardère, vous nous faites rentrer là. Monsieur Lagardère, il est un vendeur d'armes, conseil de la chaîne Julie Corenfant. Cherchez l'erreur. Cherchez l'erreur, vraiment. Devant France Télévisions au niveau de la porte, enfin du groupe Radio France, pardon, devant la porte de Seine. Voyez là, Radio France, on est là. On fout un peu de notre boxon, c'est normal, c'est naturel, c'est comme ça qu'on essaie d'attirer les journalistes, mais ils sont très inquiets. Hein. Ici on est le service public, voilà, on est obligé de leur demander au mégaphone de bien vouloir descendre parce qu'ils s'enferment. Regardez, là ils s'enferment, ils ont la trouille. Elle m'a fait signe qu'ils sont en train de chercher quelqu'un. Ah, ils sont en train de chercher quelqu'un? Ouais. Ah bon. On veut parler avec quelqu'un, oui, oui, ça arrive, attendez. D'accord, bon alors on va voir si quelqu'un va nous parler. En tout cas pour nous, on termine ici. Salut à tous, je voulais faire un petit direct depuis Vincennes où je vais avoir un entretien avec une dame qui souhaite discuter avec moi parce qu'elle est intégrée à certains réseaux, notamment dans le milieu du football, qui sont intéressés par ce que l'on fait et qui vont nous aider. Donc voilà, j'ai beaucoup de discussions en ce moment, beaucoup de gens avec qui je viens discuter parce que en fait on m'interpelle de partout et il y a des propositions de soutien partout. Et c'est ce que je voulais juste vous dire avant de vous témoigner de mes vœux, que sur le travail de fond, celui qui est le plus invisible, il se passe des choses et croyez bien que la nouvelle année 2019 risque d'être très chargée politiquement et M. Macron a de quoi s'inquiéter. D'ailleurs, dans les autres petites choses qui devraient l'inquiéter, certains parmi ceux qui suivent un peu mes travaux savent que je parlais très souvent des tribunaux populaires,
que j'ai déjà rédigé un réquisitoire contre Emmanuel Macron, notamment l'accusant d'avoir très clairement violé la Constitution et le droit pénal, mais aussi le droit international, notamment vis-à-vis des missiles qu'il a envoyés sur la Syrie au début de l'année 2018. Ça s'appelle un crime d'agression au sens des articles 8 des statuts de la Cour pénale internationale. Le préambule de la Constitution de 1946, qui fait partie de notre bloc de constitutionnalité, interdit spécifiquement des ingérences, des agressions françaises. Il faut avoir l'autorisation du Parlement pour déclencher la guerre, très clairement. Enfin voilà, ce type-là, si on prend juste cette affaire, et il y en a bien d'autres, n'a pas de raison d'être tranquille, et je tiens très clairement à ce que nous ayons l'occasion dans les jours à venir de pouvoir expliquer pourquoi Emmanuel Macron n'est pas légitime à gouverner le pays et nous baser vraiment sur des arguments de droit et des affaires d'État qui sont très sérieuses. Je pars en Touraine, je crois que c'est à Loches, que je suis attendu par les Gilets jaunes locaux pour une conférence qui va être assez courte. En fait, je vais expliquer un petit peu les institutions, comment elles fonctionnent et comment adapter notre stratégie révolutionnaire par rapport au fonctionnement des institutions, un petit peu comme j'avais fait à Périgueux et à Mussidan, et ceux qui étaient là m'ont clairement dit que c'était plutôt bien, quoi, qu'ils avaient apprécié, qu'ils avaient appris pas mal de trucs. Donc voilà, mais je suis pas encore sûr d'être là le 29 à Paris, donc je vous confirmerai ça dans la semaine. Néanmoins, c'est déclaré en préfecture d'ores et déjà, et il y a du monde qui risque de venir. Voilà un petit peu pour l'actualité de la semaine avant que l'année se termine. Donc j'invite tous les Gilets jaunes à rester mobilisés, prendre le temps quand même de revenir un peu à la famille, à la chaleur des siens, et se laver un petit peu de beaucoup de nos passions et de notre colère, pour qu'on revienne encore plus déterminé mais lucide et avec un cerveau en capacité de travailler correctement et pas emporté par nos élans, parce que je sais très bien que je kiffe beaucoup de gens avec mon discours sur les institutions qui est assez ferme. J'ai jamais voulu dire que je cautionnais ce qui est, je dis ce qui est. Voilà, il y a beaucoup de choses qui moralement me choquent, y compris dans les questions de police. Simplement, je suis pas là pour vous faire part du fait que je suis choqué, je m'en fous, vous le savez, je suis aussi choqué que vous. Simplement, certaines choses fonctionnent d'une certaine façon, et si on veut s'en sortir, il va falloir quand même un peu nous adapter et réfléchir. Donc voilà, ceux qui ne comprennent pas mon discours sur la police, qui pensent que je soutiens les bavures policières, là aussi, réfléchissez. Il faut avoir la tête froide, et c'est ce à quoi j'appelle. Donc profitez bien de ces festivités pour décompenser un peu, être bien simplement, et quand vous reviendrez, avoir la tête froide pour réfléchir à ce que l'on fait. Je vous souhaite à tous un merveilleux Noël, de passer des fêtes qui vous rassérénent tous, et je vous dis à bientôt. Voilà, je vous remercie de votre attention. Laisse-moi mettre mon gilet jaune. Laisse-moi mettre mon gilet jaune. Et ce truc là c'est plus qu'un gilet, je le mets pour défendre mes idées. Laisse-moi mettre mon gilet jaune.